Il est 18h15 en Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires et 7 télévisions dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème rentrée scolaire, niveau de préparation et implication des acteurs pour une bonne année. Élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école le lundi 2 octobre après les grandes vacances. Cette année, ils sont près de 4,5 millions d'élèves et plus de 100 000 enseignants qui sont retournés à l'école. Dans un discours prononcé la veille de la rentrée, la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a évoqué la particularité de cette année scolaire qui est caractérisée selon elle par la ferme volonté du peuple nigérien d'ouvrir une nouvelle page de son histoire. Avec nos invités, nous allons faire un état de lieu du niveau de préparation de la rentrée scolaire, les difficultés et les défis liés à la bonne réussite de l'année scolaire, avant de formuler des recommandations. Pour ce faire, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Alio Hassan Samna, secrétaire général du syndicat national des enseignants de base ISNEB, qui est membre de la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG de campagne EPT, une coalition qui milite en faveur d'une éducation de qualité pour tous. Alio Hassan Samna, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Yahouza Ibrahim, conseiller technique de la ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Yahouza Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Et Baba Touré, secrétaire général de l'association des parents d'élèves et étudiants. Baba Touré, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, monsieur le conseiller technique de la ministre de l'Éducation nationale, Yahouza Ibrahim. Dans quelles conditions s'est déroulée la rentrée scolaire 2023-2024 le lundi 2 octobre? Les enseignants étaient-ils à leur poste? Merci, monsieur Mokhtar. Et permettez-moi tout d'abord, avant de répondre à votre question, et vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez d'éclairer, d'informer l'opinion nationale sur toutes les dispositions que les autorités de la transition ont prises pour justement assurer une bonne rentrée scolaire et surtout un bon déroulement de l'année scolaire. Donc vraiment, au nom de la ministre, nous vous transmettons tous nos remerciements. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, donc, pour aller droit à votre question concernant les préparatifs de la rentrée scolaire. Et je dirais que malgré la situation particulière dans laquelle se trouve notre pays, qui n'est pas, en tout cas, à présenter. La fermeture des frontières. Voilà, la fermeture des frontières. Et la transition. Le problème de transactions financières donc, entre les opérateurs du Niger et des autres pays, etc., etc. Malgré donc ce contexte, très très difficile pour notre pays, et les autorités ont fait justement de la rentrée scolaire leur priorité. Et c'est ce qui a fait que ils n'ont pas lésiné sur les moyens, en tout cas pour débloquer une somme importante de l'ordre de pratiquement 2 milliards 100 millions pour rien que acheter des fournitures scolaires. Et comme vous le savez, cela a été fait pratiquement la veille de la rentrée. Et les autorités donc, de la transition se sont impliquées personnellement pour prendre même des contacts avec leurs homologues, donc des pays amis et frères, notamment le Burkina, pour justement commander plus de 1042 tonnes
de fournitures scolaires, ce qui n'est pas petit donc comme matériel. Et à cela s'ajoute environ 600 tonnes donc, de fournitures qui sont déjà dans nos magasins, qui étaient donc le reliquat de la rentrée passée. Ce qui veut dire que du point de vue matériel, en tout cas, toutes les conditions étaient réunies pour commencer une année scolaire. Donc ce qu'on avait en stock, effectivement, ne pouvait pas servir. Donc à peine ça peut couvrir 1 à 2 mois maximum donc, de travail. Mais l'autre quantité qui est commandée du Burkina, donc comme on appelle une quantité de pratiquement 1042 tonnes de fournitures scolaires, qui malheureusement n'est pas venue en intégralité. Il y a juste 20 tonnes qui sont arrivées donc, sur ces 1042 tonnes. Donc l'autre tonnage va venir incessamment par voie, comme on appelle, par voie routière, malheureusement. Oui, mais est-ce que tous ces matériels ont été acheminés à l'intérieur du pays C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et le matériel qui était disponible donc, dans nos magasins avait été acheminé avant la rentrée. Et ça a été distribué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au moment de la rentrée, les autorités qui ont procédé au lancement officiel donc, de cette rentrée avaient procédé à des distributions de cahiers. Et c'était justement sur ce reliquat de l'année passée. Et la commande qui a été faite véritablement cette année, donc les 1042 tonnes qui doivent venir du Burkina, il n'y a que 20 tonnes seulement qui sont venues par voie aérienne. Donc, chose qui est exceptionnelle, parce que je pense qu'il faut se féliciter du fait que nos autorités ont fait de cette rentrée un point d'honneur, au point justement de dépêcher des avions militaires pour aller chercher des fournitures scolaires. Et même pour l'acheminer à l'intérieur du pays, dans des localités de Difa et Agadez. Tout à fait. Donc justement dans ces régions qui sont éloignées, et toute la partie, donc, comme on appelle, donc, des fournitures qui leur sont destinées avaient été acheminées par voie aérienne. Moi, je fais partie donc, de ceux qui ont convoyé comme on appelle, ces fournitures-là. C'était quand même énorme. C'était beaucoup et vraiment à la satisfaction des élèves et des enseignants. Oui, mais monsieur le conseiller Yahouza Ibrahim, est-ce que les enseignants étaient à leur poste? Je pense qu'il faut vraiment féliciter les enseignants. Parce que tout le monde est conscient justement de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Et les gens ont fait preuve de patriotisme pour comprendre la situation. Donc en termes de paiement de salaire, et le ministère ou le gouvernement, j'allais dire, a justement privilégié d'abord les contractuels qui représentent quand même environ 70%, non, 70%, environ 70% du corps enseignant. Et le gouvernement a pensé qu'il fallait commencer par eux, parce que par le passé, ce sont les contractuels qui viennent toujours en dernière position alors qu'ils sont les plus nombreux. Donc cette année, justement, on a commencé le paiement des pécules par justement les contractuels. Et tous, à date, en tout cas avant la rentrée, ont été payés. Donc les pécules ont été payés. Par contre, c'est au niveau plutôt des salaires. Et certaines banques donc, ont servi les enseignants, donc certains enseignants qui sont des fonctionnaires, donc ont perçu leur salaire, alors que beaucoup d'autres n'en avaient pas reçu, en tout cas avant la rentrée. Donc ce qui veut dire que du point de vue financier également, donc le gouvernement, malgré, il faut bien le rappeler, la situation dans laquelle donc, se trouve notre pays, et je trouve que c'est un exploit. C'est un exploit qui a été fait à cet effet. Oui, monsieur le conseiller, est-ce que la rentrée a été effective dans toutes les 8 régions du Niger? Oui. Donc, comme on appelle, si vous vous rappelez, le lancement, la cérémonie de lancement officiel de la rentrée a eu lieu à Saï. Donc ça, c'est au plan national. Maintenant, au niveau de toutes les régions, les gouverneurs avaient donc pris le relais pour, à leur tour, faire également donc, ces cérémonies de lancement.
et au niveau des départements, donc les préfets, etc. etc. Et avant-hier, donc, nous, on faisait la compilation des rapports de la rentrée scolaire que les régions nous ont envoyés. Donc, selon, en tout cas, ces rapports, de façon générale, la rentrée a été effective. Les enseignants, comme je le disais, qui ont fait vraiment preuve, malgré le fait que certains n'avaient pas encore perçu donc, leur salaire avant cette rentrée, ils étaient sur place. Donc, du point de vue des enseignants, il n'y a aucun problème. Les élèves également, particulièrement en milieu urbain, ils sont pratiquement, j'allais dire, tous rentrés. On pense que d'ici la fin du mois d'octobre, cette rentrée donc sera effective. Merci beaucoup, monsieur le conseiller Yaouza Ibrahim. Aliou Hassan Samna, de votre côté, du côté des syndicats d'enseignants, que peut-on retenir au sujet de la rentrée scolaire 2023-2024 effectuée le 2 octobre au Niger? Bien, il faut d'abord me permettre de te remercier Studio Kalangu, vraiment pour l'opportunité que vous nous offrez en pareille circonstance, afin que nous puissions éclairer, n'est-ce pas, la lanterne de nos populations, de nos camarades, n'est-ce pas, de l'ensemble donc des citoyens, et par rapport à des questions d'actualité, des questions vraiment d'une importance capitale. Il s'agit ici donc de la question donc de l'école nigérienne. Moi, je ne dirais pas préparatif de la rentrée, mais je dirais la rentrée et l'après-rentrée, puisque en ce qui concerne les préparatifs de la rentrée, il faut le rappeler, il faut le dire également que cette année, contrairement aux autres années, vraiment nous avons suivi ces préparatifs de début jusqu'à la fin, bout en bout, avec donc le ministère, où cette année le partenariat vraiment a été un partenariat vraiment responsable et un partenariat sincère. Donc, avant de parler de la rentrée en tant que telle, il faut dire que notre syndicat, à travers ce regroupement, donc nous avons eu à participer d'abord à plusieurs rencontres avec son Excellence, Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, où nous avons vraiment eu à faire 2 grandes rencontres avant même la rentrée, où il s'agissait de parler de la rentrée, des préparatifs de la rentrée, des conditions de la rentrée. Et j'avoue que vraiment cette année, nous nous réjouissons de vraiment des dispositions que la ministre climat vraiment qui a prévalu. Et oui, effectivement, le climat est un climat vraiment bon enfant. Et il faut dire, en dehors de ces rencontres que nous avons eues avec son Excellence, Madame la Ministre, il y a eu également les commissions d'affectation des enseignants auxquelles nous avons vraiment été invités, auxquelles nous avons participé activement. Également, là-bas, il faut le dire, cette année, contrairement aux autres années, vraiment un travail sérieux et un travail responsable a été fait, où, je vous l'avoue, il ne s'agit pas de rejeter un dossier de quelqu'un, mais il va falloir remonter tous les dossiers qui ont été rejetés pour que la commission puisse examiner vraiment les dossiers un à un et pouvoir les valider. Cette année, nos camarades au niveau donc vraiment de toutes les régions nous ont saisis et vraiment pour manifester leur joie et leur satisfaction par rapport à la tenue de cette commission d'affectation. Et je vous l'ai dit, ça a été fait au bon moment où l'attendons, parce que quand on n'affecte pas les enseignants avant la rentrée, c'est un problème. Et nous avons vu toutes les commissions, toutes du moins les premières affectations étaient sorties vraiment avant la rentrée scolaire. Nos camarades ont pu vraiment faire le déplacement. Il faut se réjouir également de cela. Et je l'ai dit tout à l'heure, vraiment le partenariat est sincère. Le départ des fournitures scolaires, nous étions témoins. Nous étions avec le conseil technique, avec la ministre et l'ensemble de ses collaborateurs, où nous avons vraiment vu la quantité qui a été achetée par le gouvernement. Et à ce niveau, permettez-moi de dire que vraiment, nous, en tant que syndicat, notre surprise cette année, c'était de voir comment le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement étaient arrivés à préparer la rentrée. Avant que nous soyons à la rentrée, au début, il faut le dire, nous étions pessimistes. Vous étiez inquiets? Oui, il faut l'avouer. Je vous le dis parce que la transition avait commencé juste quelques mois avant la rentrée.
Vous voyez le contexte dans lequel c'était arrivé. Et vous avez vu la méchanceté avec laquelle donc, certains de nos pays, certains de nos amis, je parle des pays limitrophes, je ne voulais pas dire l'IMOA, CEDEAO, je ne veux même pas les appeler à cause de leur comportement que nous considérons comme vraiment étant inhumain, vraiment un comportement totalement inhumain, les mesures qui ont été prises à l'encontre de notre pays, l'austérité dans laquelle on s'est retrouvé, n'est-ce pas? Et il faut le dire, avec tout ça là, le gouvernement de la transition est arrivé à vraiment accommoder des quantités importantes, telles que le conseiller vient de l'annoncer tout à l'heure. Vraiment, au début, c'était des inquiétudes, mais après, nous, intérieurement, nous avons dit que, mais écoutez, cette transition-là, ça c'est un défi relevé. Donc, de ce point de vue. Selon vous, c'est un bon signal. Tout à fait. Tout à fait. Et vous avez vu, nous étions ensemble à la rentrée scolaire le 2 octobre, nous avons vu, les enseignants, tous nos camarades étaient là. C'est vrai, nous n'avons pas tous eu le salaire. Hein. Ah oui, il faut bien que nous disions à la transition. Monsieur le conseiller technique l'avait quand même dit. Nous disons que les titulaires, effectivement, nous n'avons pas eu les salaires. Et donc, les salaires au niveau de certaines banques n'ont commencé à être payés qu'hier nuit. Mais effectivement, étant conscients, c'est pourquoi, au niveau des syndicats d'enseignants, même à travers les différents comptes que nous avons eu avec Madame la ministre, nous avons dit nous avons des préoccupations, mais on ne les évoque pas pour le moment. Il s'agit pour le moment de sauver d'abord le Niger, de ramener le système éducatif vraiment sur la bonne voie, et après on verra. C'est ce qui nous a amené, en tout cas au niveau de nos organisations syndicales, à demander aux camarades beaucoup plus de résilience. Nous savons que nous devrons être résilients pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, donc à l'école nigérienne, puisque notre école a beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? Et vraiment, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire, Dieu merci, vraiment la rentrée s'est passée dans de très bonnes conditions. Je dis bien de très bonnes conditions, puisque les enseignants étaient sur place. On s'attendait à ce que nos camarades, certains ne puissent pas aller. Ils sont partis en dépit de tout. Donc, il y a eu des fournitures, en tout cas le minimum pour commencer la rentrée. Il y a eu effectivement donc également vraiment l'ensemble des enfants qui avaient répondu en dehors des exceptions. Bon, les exceptions ne sont pas de cette année. Ça fait partie donc vraiment des situations générales. C'est pourquoi nous ne voulons pas tellement tirer la sonnette d'alarme là-dessus. Donc vraiment, Mokhtar, disons que par rapport à la rentrée scolaire, nous étions témoins. Vraiment, du début jusqu'à la fin, il faut le reconnaître, il faut être sincère. Vraiment, nous pensons que les choses commencent bien, mais nous voudrons que les choses puissent continuer et que vraiment notre école, dans sa conduite, parce qu'il y a également des difficultés. Oui, les difficultés, on va en parler, Aliou Hassan Samna, en dehors du respect des libertés syndicales, le paiement à terme échu des salaires des enseignants et les pécules des enseignants contractuels. Les enseignants et les structures syndicales ont-ils d'autres préoccupations? Non, mais écoutez, vous savez, dès qu'on parle de syndicats, la première chose, ce sont effectivement les intérêts matériels ou moraux de nos camarades. Ça, c'est la première. La deuxième, elle est extrêmement importante. D'ailleurs, c'est celle-là que nous avons maintenant mis en avant. C'est comment amener notre système à être vraiment un système performant. Notre préoccupation aujourd'hui n'est pas seulement dire que payez-nous, augmentez nos salaires, nous voulons des indemnités parce que nous savons que le contexte, la situation du Niger est difficile. Mais aujourd'hui, notre exigence, c'est quoi? C'est de dire à notre partenaire, qui est la ministre de l'Éducation nationale, Madame la ministre, faisons en sorte que l'école nigérienne retrouve toutes ces lettres de noblesse. C'est-à-dire toutes les difficultés que nous avons. Des enfants qui n'avaient pas de niveau, des enfants qui ne partaient pas à l'école, n'est-ce pas, des enfants irréguliers. Et un certain nombre de choses qui font en sorte que notre système, n'est-ce pas, depuis un certain nombre d'années, vraiment ne donne pas le résultat escompté. Nous disons, ensemble, voyons comment nous allons faire pour que ces manquements-là puissent être corrigés et que le système revienne sur des rails. Madame la ministre elle-même, elle est enseignante. Nous sommes disposés et nous sommes conscients qu'elle-même, elle est disposée à faire donc ces réflexions ensemble. Et nous sommes conscients qu'avec ces autorités, en tout cas, à la date d'aujourd'hui, nous sommes convaincus de la disponibilité des autorités, que ce soit le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, que ce soit le gouvernement de transition, et particulièrement la ministre de l'Éducation nationale, nous sommes certains que nous pouvons relever ce défi. Et je dis déjà que pour nous, le défi est relevé. Parce que nous pensons que nous ne pouvons pas faire la rentrée, nous l'avons fait. Nous pensons qu'il y aura beaucoup de difficultés, il y a eu moins de casse. Nous pensons que les enseignants ne vont pas partir, nous sommes partis à l'école. Nous pensons que les élèves peuvent être absents, les enfants ont répondu présents. Donc alors l'autre défi, c'est d'abord pouvoir faire en sorte qu'il y ait la qualité
Après, nous allons reposer au moment où il le faut les préoccupations des enseignants, à savoir la question des salaires, les indemnités et autres préoccupations. Merci beaucoup, Aliou Hassan Samna. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des enseignants de base, SNEB, et également membre de la coalition ACEPT. Baba Touré de l'association des parents d'élèves et étudiants. Rappelez-nous le rôle et la mission de votre association, l'association des parents d'élèves et étudiants. Merci. Avant de répondre à votre question, nous rendons grâce au bon Dieu qui nous a permis de répondre à votre sollicitation. Et nous remercions aussi Studio Kalangu qui n'a ménagé aucun effort pour l'édification de la population nigérienne à travers ces rencontres. Donc, par rapport à l'association des parents d'élèves, nous sommes vraiment la première association partenaire de l'éducation nationale au niveau du pays. Et notre rôle est d'accompagner le gouvernement dans le système éducatif et d'accompagner le gouvernement à asseoir et au suivi de la mise en œuvre du programme à travers la participation de la communauté. Et notre rôle est aussi d'être l'interface du partenaire de l'école et d'amener une accalmie, de faire tout pour qu'il y ait une accalmie, pour qu'il y ait la qualité au niveau de l'éducation. Donc vraiment, c'est l'objectif de l'association des parents d'élèves. Oui, mais est-ce que votre association est consultée? Est-ce que vous êtes consulté par le gouvernement? Bien sûr, nous sommes vraiment impliqués et consultés par les autorités. Et nous profitons pour remercier vraiment les nouvelles autorités, les CNSP et le gouvernement, et plus particulièrement Madame la ministre, qui n'a vraiment ménagé aucun effort pour chaque fois qu'il y ait des besoins de consulter les parents d'élèves. Et avant même la rentrée, on a eu à rencontrer Madame la ministre à 2 reprises et nous sommes impliqués vraiment jusqu'au bout dans l'organisation de cette rentrée. Et nous félicitons vraiment aussi les enseignants d'abord, parce que sans les enseignants, il n'y aura pas de l'école. Parce que les sacrifices que les enseignants ont eu à mener pour cette rentrée, plus particulièrement suivant tous les problèmes que les pays rencontrent, les difficultés que les pays rencontrent, il y a eu un sursaut patriotique de la nation nigérienne et des enseignants. Vraiment, nous, on les félicite et on les encourage dans ce sens. Et il y a eu aussi la participation massive de la communauté, de nous les parents, pour qu'il y ait vraiment accompagné ces enfants-là, pour accompagner ces autorités, pour que l'école nigérienne vraiment retrouve ses lettres de noblesse. À juste titre, M. Baba Touré, et quelle est la responsabilité des parents d'élèves pour relever le défi d'une bonne année scolaire, mais aussi la stabilité de l'année en cours? Et merci. Le défi est que nous, les parents, nous sommes vraiment le premier partenaire et c'est nous qui donnons nos enfants pour qu'ils aillent à l'école. Nous accompagnons les enfants pour qu'ils aillent à l'école et nous accompagnons les enfants à apprendre à respecter leurs enseignants, à apprendre à respecter les horaires de l'école et nous apprenons à nos enfants et nous accompagnons les enfants pour qu'il y ait du respect à l'endroit de leurs supérieurs et à l'endroit des autorités aussi. Et nous sommes impliqués dans vraiment cette organisation. Et pour qu'il y ait l'accalmie au niveau de l'école, nous pensons que c'est le rôle dont chaque fois on nous sollicite et nous jouons ce rôle-là et que nous sommes l'interface entre ces différents partenaires de l'école. Et chaque fois, nous, l'association du parent d'élèves, nous faisons appel à nos partenaires quand il y a des problèmes, de nous saisir d'abord avant de sortir dans les rues, ou bien de nous saisir pour qu'on puisse vraiment intercéder envers les autorités pour qu'il y ait au moins un dialogue qui va permettre aux deux parties de s'entendre. Baba Touré, au Niger, dans le domaine de l'enseignement, l'ancien gouvernement avait adopté le plan de transfert de compétences et des ressources de l'État aux communes et aux régions, l'évaluation des enseignants et beaucoup d'autres réformes et programmes ont été élaborés et mis en œuvre. Ont-ils servi à quelque chose? Merci. Et par rapport aux réformes, il y a certaines réformes
qui ont servi vraiment à booster un peu l'éducation nationale et à amener certaines participations, qui a amené à la participation de la communauté. Par rapport à la Lausanne, qui a fait que les parents participent à un montant à la gestion de l'école. Donc ça fait partie des actions qui ont fait que les parents, vous voyez dans les écoles à travers les COGES, les parents participent. Et sans ces COGES-là, parfois certaines écoles ne vont même pas ouvrir. Parce que c'est à travers ces COGES-là, la participation parentale, que certaines classes sont construites, certains matériels de l'éducation ont été achetés, et c'est la participation de la communauté. Donc vraiment, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais ce que nous remarquons, c'est qu'il y a beaucoup de programmes qui n'ont pas été évalués, qui sont sur vraiment les programmes de l'éducation nationale. Donc vraiment, nous pensons que quand l'État insère de nouveaux programmes, il faut que ces programmes soient évalués avant qu'on voit vraiment l'importance de ces programmes-là, pour qu'on puisse tirer des conclusions, voir quels sont les programmes qui peuvent vraiment amener un plus dans le système éducatif. Donc vraiment, nous faisons l'appel à ces autorités pour qu'il y ait plus d'évaluation à travers ces programmes. Et aussi, il y a certaines évaluations des enseignants qui ont été faites, dont vraiment, certains nous sont vraiment consultés, et dont, au départ, vraiment, nous pensons que c'est pour apporter vraiment l'accalmie dans le système éducatif. Mais malheureusement, parfois, on avait rencontré des difficultés parce que certaines évaluations amenaient à exclure certains enseignants du système éducatif. Merci beaucoup à tous. On a trouvé une courte pause. On va commencer avec vous, monsieur le conseiller technique de madame la ministre de l'Éducation, Yahouza Ibrahim. La scolarisation des enfants handicapés est-elle aujourd'hui une préoccupation pour les autorités? Merci, monsieur Mokhtar, justement pour cette question que vous nous posez. Mais permettez-moi tout d'abord, donc avant de répondre directement à cette question, revenir un peu sur la question de la rentrée scolaire. Allez-y, donc, rapidement. Comment on appelle justement féliciter nos partenaires sociaux qui sont là en face de moi. L'association des parents d'élèves et les syndicats. Parce que je pense que si la rentrée s'est bien passée, c'est surtout à leur honneur. C'est surtout donc grâce à eux que justement cette rentrée-là a aussi été effective. Parce qu'ils se sont impliqués, comme l'avait si bien dit M. Aliou. Ils se sont beaucoup impliqués dans toutes les commissions, aussi bien donc les affectations au niveau national, au niveau régional, et pratiquement toutes les réflexions donc, qui sont en train d'être menées au niveau du ministère, ils ont apporté une contribution très très importante. Donc c'est le lieu vraiment de les féliciter. Et comme je l'ai dit, ils ont fait vraiment preuve de patriotisme, surtout compte tenu de la situation actuelle de notre pays. Donc j'ai tenu vraiment donc au nom de Madame la ministre, vraiment les remercier et leur demander aussi justement de continuer dans le même sens. Inch'Allah. Revenons-en à la scolarisation des enfants par rapport handicapés. Justement aux enfants handicapés, vous n'êtes pas sans savoir que dans l'organigramme du ministère, le nouveau organigramme d'ailleurs, il y a une division justement donc, qui s'occupe de l'inclusion. Donc de l'éducation inclusive. Et qui parle de l'éducation inclusive, justement, parle de la prise en charge des enfants handicapés, des personnes minoritaires, donc ainsi de suite. Donc, l'éducation vous avez avancé donc un chiffre, donc nous, les chiffres qui sont à notre disposition, on estime d'ailleurs à environ 4% justement de la population nigérienne qui est dans cette situation d'handicap. Et vous imaginez bien qu'on ne peut pas laisser de côté donc, cette importante population parce que le Niger entend avoir un système éducatif inclusif. Un système éducatif qui fait de l'équité justement son cheval de bataille. Et c'est pourquoi justement donc, au niveau du ministère, même la commande du matériel qui a été faite cette année, il y a un important lot
du matériel qui a été commandé justement pour les malvoyants, pour les malentendants, en tout cas pour les personnes handicapées. Et vous avez remarqué que au niveau même des constructions des salles de classe, il y a toujours des rampes. Donc il y a un dispositif qui permet à un enfant handicapé d'accéder donc aux salles. Donc ça veut dire que effectivement c'est une préoccupation majeure donc au niveau de l'éducation nationale de prendre en charge l'éducation des enfants handicapés. Donc particulièrement cette année, nous envisageons effectivement de donner un coup de pouce. Donc, parce qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui viennent de sortir donc des écoles normales, notamment les malentendants, qui vont être mis à la disposition des écoles pour prendre en charge l'éducation donc comme on appelle donc des enfants handicapés. Monsieur le conseiller Yahouza Ibrahima, cette année encore, élèves et enseignants ont effectué la rentrée des classes dans un contexte où beaucoup d'observateurs et acteurs du domaine de l'éducation estiment que les frais de scolarité coûtent encore plus cher au Niger. Où en sommes-nous au sujet de ce comité mis en place pour réfléchir sur la hausse des frais de scolarité? Merci, monsieur Mokhtar. Justement, vous avez touché là où ça me gratte, comme on dit. Excusez-moi. Et effectivement, c'est une grande préoccupation au Niger. Vous savez, l'enseignement privé est régi par un arrêté. L'arrêté numéro 134 du ministère de l'Éducation nationale du 10 octobre 1997. Et dans cet arrêté-là, il est clairement stipulé, justement, il reconnaît justement la privatisation, justement la libéralisation du monstre, donc comment on appelle, donc système éducatif, où on permet justement à des privés d'investir. Parce que, vous savez, dans notre pays, l'État ne peut pas à lui tout seul, justement, prendre en charge le système éducatif, tellement que la demande est importante. Il y a donc des privés qui préfèrent, même ayant en face de chez eux donc un établissement, comme on appelle public, ils préfèrent que leurs enfants aillent dans les écoles privées. Voilà, donc il faut leur donner cette possibilité-là. Et c'est pourquoi donc l'État justement a fait beaucoup de facilités aux promoteurs des écoles privées pour justement qu'ils créent des écoles en complémentarité avec l'effort que l'État fait dans ce domaine. En lien aussi avec les programmes scolaires de l'année. Bien entendu, bien sûr, parce qu'il y a justement un certain nombre d'obligations qui leur sont faites pour qu'ils puissent respecter les programmes nationaux, notre programme donc national. Et, comment on appelle, donc au niveau de cet article-là, il est clairement stipulé que toute augmentation donc de frais de scolarité devait être faite après avoir demandé ou après avoir informé le ministère qui va apprécier. Parce que, vous savez, les écoles privées, elles sont de plusieurs niveaux. Il y a des écoles où aujourd'hui vous avez même des classes climatisées. Donc les conditions dans lesquelles les jeunes travaillent ne sont pas les mêmes. Alors, vous ne pouvez pas donc imposer à quelqu'un qui met les élèves, les enseignants dans de très bonnes conditions avec quelqu'un, un établissement donc, où même les salles sont en banco ou en paille, tout ça là. Donc ce n'est pas la même chose. Donc il faut quand même une certaine équité. Mais ils ne sont pas libres de fixer les prix sans informer. De façon cavalière. Voilà, donc de façon cavalière, ils sont tenus d'informer le ministère avant toute augmentation. Et c'est le ministère donc qui va apprécier vraiment les arguments qu'ils ont avancés. Et qui va apprécier, qui va d'ailleurs vérifier si réellement ce qu'ils ont avancé comme argument tiennent ou pas. Et c'est en ce moment seulement qu'on peut leur autoriser donc de faire une augmentation, mais vraiment dans des proportions très raisonnables. Et malheureusement, à quoi on assiste justement ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont déjà d'ailleurs très chers. Ça, il faut le reconnaître. Et qui aussi pratiquement chaque année se permettent de faire des augmentations, ce qui n'est pas du tout normal. Donc, ce qui avait amené à un moment, donc le ministère, l'ancien ministère, donc l'ex-ministère de l'Éducation nationale,
en relation avec le ministère du Commerce, de mettre en place une commission pour réfléchir sur justement la tarification au niveau des écoles privées. Et ce comité a beaucoup travaillé pendant plusieurs mois. Alors, la difficulté, vous savez, quand c'est sous l'égide de deux ministères, c'est pas facile. Le ministère de l'Éducation a une vocation un peu plus sociale, alors que le ministère du Commerce, comme on appelle, c'est quand même, là aussi, il y a les intérêts du privé qu'il faut sauvegarder. Parce que c'est ça aussi, ils sont dans leur rôle. Et alors, les travaux sont finis. Et je pense que ça a même fait l'objet d'une validation entre les techniciens des deux ministères. Mais c'est juste signer les conclusions donc, de ce truc-là, de ces dispositions-là qui ont été prises. C'est ça seulement qui n'était pas intervenu donc, jusqu'à cette période-là. Mais la ministre, actuellement, donc, a l'intention de dépoussiérer, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la population est quand même dans une situation très très difficile avec les conditions actuelles. Donc, il faut soulager les parents d'élèves. Et c'est pourquoi donc elle entend vraiment dépoussiérer ce vieux dossier-là, même s'il n'est pas très très vieux, de manière justement à un moment le soumettre à la signature de qui de droit pour qu'on puisse vraiment réglementer de façon définitive cette question donc d'augmentation des frais de scolarité dans les écoles privées. Merci beaucoup, monsieur le conseiller technique de madame la ministre de l'Éducation nationale, Aliou Hassan Samna. Malgré l'accalmie qui a caractérisé l'année scolaire 2022-2023, donc l'année scolaire passée, les résultats des examens du BEPC et du baccalauréat 2023 n'étaient pas à la hauteur des attentes des acteurs de l'éducation. Comment expliquer cette baisse des résultats au niveau des examens du BPC et du bac au Niger? Quelles sont les conséquences de ces mauvais résultats de ces examens pour le Niger? Merci beaucoup, Mokhtar. Mais permets-moi juste de parler un peu par rapport à cette question de privatisation au nom de la coalition ASSO et PT, dont vous savez, avait eu, donc, comme l'a indiqué tout à l'heure, le conseil technique a travaillé avec les ministères où vraiment nous avons eu non seulement à parler donc, des prix au niveau donc, des écoles privées, mais également où nous avons eu à travailler sur les différentes normes qui devront caractériser les écoles privées. C'était vraiment un travail formidable, il faut le dire, un travail qui, de notre point de vue, était vraiment de qualité et qui pouvait permettre à ceux qu'il y ait des vraies écoles privées et qu'ils aient également des écoles privées donc, à la portée donc, des parents. Le conseiller l'a dit, nous souhaiterons vraiment effectivement que la ministre revoie ces documents pour que vraiment ça puisse soulager la population et que vraiment nous puissions amener ces fondateurs à respecter la réglementation. Merci beaucoup, Aliou Hassan. Parlons-en au sujet de la baisse des niveaux, des résultats au niveau des examens du BPC et du BAC. Rapidement. Maintenant, en parlant donc de cette baisse, ce qui d'abord, il faut le dire, qui est une très mauvaise chose pour notre pays. Parce que quand on fait la situation, on constate le montant qui est injecté au niveau donc, de nos écoles. Et vraiment, le résultat, vraiment, disons, ne vaut pas la peine. Et la baisse de résultats au niveau du BEPC et au niveau des bacs s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, vous avez vu, quand vous prenez, je commence par le bac, quand vous voyez le résultat au niveau du bac, vous avez vu comment les épreuves ont été préparées, vous avez vu comment les épreuves ont été dictées, vous avez vu ce que cela a entraîné comme conséquence et vous avez vu à quoi cela nous a amené. On était obligé donc qu'il y ait des mesures exceptionnelles prises par le président de la République d'antan pour pouvoir amener donc, vraiment le service en question à pouvoir organiser vraiment un second examen. Une session pour de les rattrapage. élèves, une sorte de session que d'ailleurs nous avons contesté sa forme en son temps. Dans tous les cas, c'est pour vous dire que au niveau d'abord des épreuves, parce que vous voyez, quand vous voulez évaluer des enfants, parce que c'est ça le problème que nous avons au Niger. Souvent, on pense que
l'examen du BEPC, l'examen du bac à l'université de Niamey, dans tel institut, il faut faire en sorte que les enfants ne réussissent pas. On dit qu'il faut les bloquer, il faut les coincer. Alors mais que à quelle fin? Mais c'est lié à notre nature de Nigérien, par notre méchanceté. Sinon, l'évaluation, il faut que nous revoyions comment nous sommes en train d'évaluer nos enfants, si nous voulons que le résultat ne soit pas aussi dramatique. Évaluons ces enfants en fonction de ce que nous les enseignons, ce que nous demandons aux enseignants. Quand aux examens du BEPC, on amène des sujets qu'on appelle hors programme, ou bien on choisit des sujets qui semblent vraiment très compliqués pour les élèves, dont la forme n'a pas été enseignée. Mais nous ne pouvons avoir que de tels résultats. Nous pensons que vraiment il faut que nous, ensemble, que nous revoyions la façon que nous sommes en train d'évaluer nos enfants. L'échec des enfants, c'est l'échec de nous enseignants. Il ne faut pas que les gens se fassent des histoires. Quand l'enfant échoue à un taux élevé, vraiment nous devrons savoir que nous, en tant qu'enseignants, c'est nous qui avons échoué. Merci beaucoup, Aliou Hassan Samna. Baba Touré, quels sont vos conseils, appels ou recommandations à tous les acteurs du système éducatif nigérien pour la stabilité et un bon déroulement de l'année scolaire 2023-2024? Rapidement. Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir aussi par rapport aux frais d'inscription au niveau des enseignements privés. Et ce point-là, c'est ce point-là qui vraiment fait chaud. C'est ce point-là qui vraiment gêne beaucoup de parents. Parce que ça amène même certains parents à laisser les enfants à la maison. Parce que le comité qui a travaillé, on a participé, nous parents, dans ce comité-là. Et on a vraiment fait un bon rapport qui va permettre à beaucoup de parents d'inscrire les enfants qui n'ont pas eu à réussir au niveau du public. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ça traîne. Et vous n'êtes pas sans savoir. Présentement, il y a des écoles, chaque année, ils augmentent les frais d'inscription. Et lors de notre rencontre avec Madame la ministre, on a évoqué ces cas. Et on a évoqué même les cas de ces rapports-là. Comme vient de dire monsieur le conseiller, elle a dit qu'elle va dépoussiérer ces dossiers. Et néanmoins aussi, elle avait sorti une note pour demander aux fondateurs de ne pas augmenter les frais d'inscription. Et tout récemment encore, elle nous a saisi pour dire que à tous les parents qui constatent que des écoles privées ont augmenté les frais de scolarité, de les signaler. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on remarque? Les parents, certains parents ont peur. Parce que ton enfant est dans un établissement, tu vois, tu dénonces, on inscrit ton enfant. Ce n'est pas normal. Je viens d'apprendre par le monsieur le conseiller qu'il y a même dans la réalité qu'ils n'ont pas l'autorisation d'augmenter sans informer l'avis du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils le font comme ça. Et que chaque année, les parents nous interpellent. Et nous, vraiment, on demande chaque fois aux autorités de revoir cette situation. Jusqu'à présent, ça traîne. Nous pensons qu'avec les nouvelles autorités, vraiment, c'est le temps et c'est le moment de réagir et de prendre des décisions par rapport à ça. Maintenant, par rapport à votre question, nous pensons que pour qu'il y ait une bonne année scolaire, il faut qu'il y ait un dialogue sincère, franc. La poursuite du dialogue. La poursuite du dialogue. Et un dialogue sincère et franc, où tous les partenaires doivent vraiment comprendre la nécessité et l'importance de sauver cette école. Et encore, il faut qu'il y ait vraiment un esprit patriotique, compte tenu de la situation dont nous vivons actuellement, présentement, ces pays. On dit que c'est Zanchankassani, vraiment, il faut qu'on tienne compte de ça. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir Aliou Hassan Samna, secrétaire général du syndicat national des enseignants de base, membre de la coalition nigérienne des associations syndicats et ONG de campagne EPT, une coalition qui milite en faveur d'une éducation de qualité pour tous. Yahouza Ibrahim, conseiller technique de Madame la ministre de l'Éducation nationale, et Baba Touré, secrétaire général de l'Association des parents d'élèves et étudiants. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios et 7 télévisions partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Issa Lawali, à la réalisation Seni Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.